Eh bien, à nouveau, bienvenue à toutes et tous à cette seconde partie de la matinée de la journée du transport fluvial et de l'intermodalité en Wallonie, édition 2023. Comme promis, nous allons entamer cette deuxième partie avec le speech du ministre, mais avant de lui passer la parole, je vais vous proposer aussi une petite vidéo qui nous a été prêtée gracieusement par la Sofico, et donc... Vous aurez reconnu l'ouvrage, je suppose. Donc l'écluse d'Ambe-Saint-Neuville qui achève sa transformation et qui sera bientôt à l'essai également en région Wallonne. Vous avez vu le dernier slogan de la Sofico pour une Wallonie plus mobile. Et ça tombe bien parce que en quoi ces investissements finalement dans les voies navigables coïncident avec une stratégie pour la mobilité en région Wallonne? Je pense que le mieux placé pour vous en parler, c'est le ministre Philippe Henry, vice-président, ministre du climat, de l'énergie, de la mobilité et des infrastructures. Et donc je vais lui passer la parole. Et après le discours du ministre, nous procéderons à la remise du prix. Monsieur le ministre. Voilà, bonjour à tout le monde, mesdames, messieurs. En vos titres et qualités, c'est évidemment toujours un grand plaisir de se retrouver ici chaque année pour faire le point sur les dossiers de mobilité, d'infrastructures fluviales, marchandises, et les défis sont nombreux. Et je pense que cette année-ci, c'est particulièrement un plaisir parce que nous avons effectivement un grand nombre de réalisations malgré une situation qui est évidemment très, très complexe, j'y viens dans un instant. Mais nous avons effectivement, dans le cadre de cette journée, la capacité de faire le point à la fois sur l'état des lieux, bien sûr, du transport annuel, vous en avez déjà beaucoup discuté, de prendre de la hauteur sur la stratégie et les enjeux. Je vais essayer de faire notamment ce lien avec la stratégie du gouvernement. Et bien sûr, d'avoir un travail également de réseautage, de networking qui est évidemment très très important, puisqu'on est ici, comme dans d'autres secteurs, dans des partenariats publics-privés, dans des collaborations de différentes formes, où les uns et les autres sont très, très nécessaires et très impliqués. Alors, comme je le disais, on est évidemment dans une situation malgré tout fort complexe, puisque nous avons connu des crises majeures, successives, qui ont créé des situations particulièrement compliquées, et bien entendu dans lesquelles nous avons eu forcément des impacts, des impacts budgétaires, des impacts en termes de capacité de gérer les travaux, de disponibilité au niveau des entreprises, que ce soit pour les pouvoirs publics ou pour les entreprises. Et il n'est donc pas simple de tenir le cap dans ce contexte de crise successive et ses impacts très très importants. Et donc je dirais que c'est ce qui est représenté par le petit schéma. Ce n'est vraiment pas du tout le moment de faire une pause. Nous sommes vraiment en pleine action. Je dis ça parce que ça fait partie des débats parfois un peu sur l'écume que l'on peut avoir de manière médiatique. On est au contraire en pleine action, en pleine concrétisation de beaucoup de chantiers, de décisions. Mais il y en a encore aussi beaucoup d'autres à venir. Mais tout ça finalement traduit
une transition, la matérialisation d'une transition ou de plusieurs transitions qui sont en cours, qui sont extrêmement ambitieuses, nécessaires, rapides, par rapport aux objectifs que nous avons devant nous. Nos objectifs, par exemple, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, 55% de moins pour la Wallonie. On est aujourd'hui un peu au-delà de 38%. Derrière la décarbonation complète en 2050. Donc le cadre européen, ce sont des transitions absolument majeures qui sont bien enclenchées, mais dont il reste encore évidemment énormément de chemin devant nous. Alors, nous avons heureusement aussi de grandes opportunités. Je vous ai dit qu'on était dans un contexte compliqué, des années de crise successives et donc malgré tout des décisions qui devaient s'appuyer et se réorganiser tenant compte de ces crises. Mais nous avons aussi eu des opportunités très importantes, notamment suite à ces différentes crises. Bien sûr, le Green Deal européen qui donne quand même des orientations fortes, vraiment une volonté d'avancer dans cette transition. Une traduction dans le cadre du plan de relance de la Wallonie qui était en fait en pleine ligne directe de l'accord de gouvernement de cette législature, qui avait prévu justement cet objectif de 55% et cette volonté d'investissement public important, avec l'idée d'aller aussi convaincre au niveau européen que quand même il fallait laisser, c'était constitutif de l'accord de gouvernement, il fallait laisser les pouvoirs publics investir suffisamment, ne pas avoir des normes trop strictes qui empêchaient les investissements publics et qui empêchaient finalement la transition nécessaire par les conditions que l'Europe elle-même fixe. Donc il y avait tout ce discours-là de réinvestissement. Mais nous avons été dépassés par les faits, puisque les crises ont fait que l'Europe elle-même a été très fortement dans cette direction et a notamment attribué des moyens très importants de plans de relance, qui sont une partie de notre plan de relance wallon, donc tout ce plan de relance européen, de relance et de résilience, plus des compléments wallons, de sorte que nous avons au total créé dans cette législature un plan d'investissement considérable de 7,5 milliards qui s'étale évidemment sur plusieurs années et qui nous donne la capacité de réaliser de grands investissements, de grands travaux en cours et encore à venir dans les prochaines années. Nous avons évidemment aussi d'autres impacts encore européens avec le Connecting Europe Facility Transport. Nous avons au niveau belge également, au niveau fédéral, le travail sur le ferroviaire et les investissements qui ont aussi été décidés dans le ferroviaire. On voit évidemment immédiatement les liens entre les deux et surtout au travers de la stratégie régionale de mobilité dans son volet marchandises, je vais y revenir dans un instant, qui donne donc la vision globale de la Wallonie en termes de stratégie pour les marchandises et qui forcément intègre le rail et intègre le fluvial. Et bien sûr, d'une manière générale, dans ce contexte-là, une prise de conscience de plus en plus croissante et aiguë de l'importance de la voie d'eau et également de la voie ferroviaire. Alors, nous avons donc en particulier le document de la vision FAST 2030, qui est donc la vision de la région wallonne qui en réalité préexistait à cette législature-ci, mais que nous mettons en œuvre au travers de tous ces investissements, parce qu'elle donne des objectifs quand même fort ambitieux d'ici 2030, mais dont il faut réaliser la mise en œuvre et l'opérationnalisation réelle et concrète. Et donc cette vision FAST reste toujours très ambitieuse aujourd'hui en 2023. Elle est évidemment dans le cadre de ces objectifs européens de la décarbonation, de ces objectifs 2030, moins 55%. Et plus concrètement, elle décline évidemment une série d'éléments qui permettent principalement de viser un transfert modal très important pour les personnes, multiplication par 5 par exemple de la part du vélo, diminution d'un tiers de la part de la voiture, augmentation des transports en commun, etc. Parce que nos émissions de gaz à effet de serre sont quand même une bonne partie celles liées directement au transport, bien sûr, des personnes et aussi de la même façon des marchandises, avec évidemment aussi un objectif de viser davantage de circuits courts, donc de diminuer la quantité de déplacements, la quantité de tonnage à déplacer, de kilomètres à déplacer, mais aussi d'aller beaucoup plus vers la multimodalité et vers le transport alternatif au transport aérien ou par la route, et c'est-à-dire bien sûr par le fluvial et par le ferroviaire. Donc toute cette vision FAST
nous guide dans les choix d'investissement qui ont été faits, dans les choix du plan de relance, dans les politiques qui sont mises en œuvre. Et puis nous avons également la stratégie régionale de mobilité, donc comme je le disais dans son volet marchandises, qui bien entendu donne en particulier également tous ces éléments de stratégie sur lesquels nous revenons régulièrement et qui bien sûr vont agir aussi bien au niveau de la gouvernance, des infrastructures, des véhicules, des services aux usagers, du soutien aux entreprises, de la régulation, du contrôle, avec toujours le cap vraiment gardé sur cette boussole. Évidemment, il reste énormément à faire, puisque nous avons là aussi des objectifs spécifiques de transfert modal d'ici 2030. 2030, c'est dans pas longtemps, et bien sûr, il reste encore à poursuivre, à monter en puissance dans la réalisation pour l'atteinte de ces objectifs d'ici 2030 qui sont bien nécessaires. Alors, dans ce cadre-là, spécifiquement donc au transport fluvial, on est justement dans une année particulièrement intéressante puisqu'il y a en fait une année exceptionnelle qui est en cours pour le moment, avec clairement un grand nombre de réalisations au niveau de l'infrastructure fluviale et intermodale, parce que je pense que l'intermodalité, de nouveau, marchandises ou personnes, est tout à fait centrale. On a rarement la capacité, ça existe aussi, mais c'est quand même pas la totalité des flux, la capacité d'utiliser un seul moyen de déplacement. Et donc, clairement, on doit en tout cas intégrer cette question de l'intermodalité. Et donc, il y a clairement dans toutes ces réalisations que vous voyez reprises ici, des éléments très très importants, certains attendus depuis longtemps, certains annoncés depuis longtemps, en tout cas qui se mettent en œuvre, et on a clairement dans le cadre du fluvial comme également du ferroviaire, des investissements à la fois très élevés pour obtenir des résultats très élevés et de long terme. Clairement, on ne sait pas changer tout un réseau, rendre plus efficace tel ou tel déplacement, tel ou tel déplacement d'un point à un autre, notamment via la voie fluviale, sans avoir des travaux très conséquents qui sont anticipés très longtemps à l'avance, qui se réalisent par phase, etc. Mais donc vous voyez ici repris notamment la question de la reconnexion des réseaux fluviaux, donc le programme Senesco, la question de Pomerol-Condé, l'augmentation de la capacité du réseau fluvial, en particulier la mise à grand gabarit au niveau de la LIS 2022, la rénovation et l'agrandissement de plusieurs écluses, l'efficience aussi bien sûr de la gestion du réseau avec la télégestion qui est également en montée en puissance, et aussi les horaires d'ouverture qui sont, je le sais, pour certaines entreprises et aussi pour des transporteurs, un élément aussi important. D'autres éléments encore, la question des navires en tant que tels, c'est comme pour le trafic routier ou ferroviaire, on a évidemment une modernisation possible, une efficience plus importante en termes notamment de verdurisation, motorisation, carburant alternatif, mais aussi d'automatisation et de téléconduite, même si là on est encore qu'au début pour ce qui concerne la Wallonie de ce volet-là, et également le volet spécifique de la construction wallonne. Il y a évidemment tout le volet de l'infrastructure portuaire qui va également là jouer un rôle très important dans la capacité du développement fluvial, en particulier au niveau du Trilogiport de Liège 2022 et 2023. Les raccordements rail, et il reste encore d'ailleurs d'autres hypothèses à investiguer, d'autres développements possibles, et bien sûr également le travail sur les services. Toutes ces dimensions, l'infrastructure, c'est évidemment l'infrastructure qui est la plus impactante en termes de budget et en termes de timing, en termes d'anticipation et de cohérence globale, puisque vous le savez bien, c'est comme avec une chaîne, si on a un seul maillon qui n'a pas la même résistance que les autres, la chaîne ne fonctionne pas. C'est la même chose évidemment quand on doit faire un déplacement fluvial de longue distance, il faut que toute la mise à gabarit soit réalisée. Donc, très grande importance de la planification et des impacts budgétaires sur les infrastructures, mais il y a aussi bien sûr les éléments
au niveau des plateformes portuaires, du transbordement, des services, des écluses, du pilotage, etc. Comme je le disais, tous ces éléments, bien entendu, sont compris. Alors nous avons, et sont reliés, nous avons bien sûr également des chantiers et des défis devant nous, puisque dans tout ce contexte-là, nous avons, comme je le disais, des réalisations très très importantes qui sont en cours, mais nous avons néanmoins encore des grands défis devant nous. C'est bien sûr, tout premier défi très englobant, la question de l'urgence climatique, donc de la réduction de nos émissions. Et là, vraiment, je pense qu'il y a une évidence à se rappeler en permanence, à savoir le lien entre, ou plutôt la nécessité d'être extrêmement soudé entre la réduction des émissions et l'adaptation climatique, c'est-à-dire que ce que nous avons quand même fortement découvert pour beaucoup de personnes, malheureusement ces dernières années, c'est que le dérèglement climatique, il est en cours, y compris chez nous, il a des impacts très très importants, il produit malheureusement des catastrophes et nous devons donc nous adapter. Et ce sera bien entendu plus important encore dans les prochaines années, puisque quel que soit le niveau de réduction d'émissions que nous réussirons à atteindre dans les prochaines années, et il est clair qu'aujourd'hui, par exemple, on est à la limite d'être capable de respecter l'accord de Paris. On est déjà à 1,3 degré de réchauffement, donc on voit bien la gravité et l'urgence et la difficulté d'endiguer ce problème. Mais quelle que soit en tout cas la manière dont on réussira dans les prochaines années à limiter nos émissions, dans tous les cas, nous devrons nous adapter puisque les conséquences vont encore fortement augmenter par rapport à aujourd'hui, dans tous les cas. Et plus on aura réussi à limiter nos émissions, plus l'adaptation sera raisonnable ou possible, ou elle produira moins de conséquences et coûtera moins cher également. Donc cette question de l'urgence climatique est absolument centrale. Elle se traduit dans la partie mobilité, comme je le disais, dans la vision phase, dans la stratégie régionale de mobilité et dans le plan air-climat-énergie de la Wallonie. Nous avons aussi d'autres éléments qui sont connexes, même si les solutions vont souvent intégrer en fait plusieurs objectifs, mais il y a clairement la question de la résilience hydrique et fluviale de l'infrastructure. Ce sont des questions qui ont également qui ont monté en puissance ces dernières années également et qui vont devenir plus importantes encore pour les prochaines années. C'est la question de la politique portuaire et de la gouvernance d'une manière générale des voies hydrauliques. Il y a bien sûr tout l'enjeu de la formation des travailleurs. Alors là, on rejoint un enjeu qui est également très très important pour le développement de la Wallonie et qui est présent dans plusieurs secteurs. On constate aujourd'hui, et je fais beaucoup de visites d'entreprises et chaque fois ce sujet est tout à fait déterminant et central, la difficulté de recruter du personnel formé, compétent et simplement de recruter du personnel tout court. Et donc ça c'est un énorme enjeu et bien sûr il y a des enjeux, des questions spécifiques en particulier pour le transport fluvial, le transport marchandises où il y a forcément des métiers spécifiques et des formations spécifiques. Donc ça reste une question très importante que ce soit pour les bateliers, pour les chauffeurs de locomotives, pour les éclusiers, la maintenance, le digital, vous connaissez tout ça. Il y a évidemment un très très gros enjeu, comme par exemple dans le secteur de la construction, c'est la même chose également. Il y a toute la question aussi de la mise à disposition du matériel flottant, du matériel roulant, du matériel de transbordement, en particulier les navires de petit gabarit, locomotives, portiques, grues, donc tout cet encadrement qui permet précisément le transbordement et l'intermodalité ou en tout cas le chargement lorsque c'est nécessaire. Et puis toute la question, comme je l'évoquais également précédemment, du transport, de l'infrastructure, des services autour de l'infrastructure et en particulier autour du transport de marchandises par rail. Nous devons évidemment nous attaquer finalement très méthodiquement à tous les goulots d'étranglement qui empêchent l'infrastructure de se déployer, de donner le maximum de ce qu'elle peut donner, de déployer le plein potentiel pour le besoin du transport marchandises. Et nous devons aussi
bien garder en tête les méga-forces qui sont à l'œuvre dans le monde, toutes les crises qui s'interconnectent et que nous subissons en grande partie, ou sur lesquelles en tout cas nous devons agir, d'où l'ensemble de ces chantiers et de ces défis que je viens de présenter. Alors, c'est justement pour poursuivre et pour approfondir tous ces éléments, tous ces défis, toutes ces politiques dans les prochaines années que je vais me permettre de réitérer l'invitation au premier congrès régional de la mobilité des marchandises qui sera organisé, comme vous le voyez, le 28 novembre prochain par le SPE, l'administration, avec le gouvernement et mon plein soutien, parce que je pense qu'on a là un sujet très très utile et une capacité de poursuivre la montée en puissance, le déploiement de ces différentes politiques. Et je pense que c'est très très utile que vous puissiez effectivement vous y impliquer et participer, en tout cas noter déjà ce rendez-vous. Nous avons eu, comme je l'ai dit, nous avons des énormes défis, des énormes transitions qui sont en cours, heureusement des énormes réalisations. Comme je le disais aussi en arrivant, il y a une difficulté qui n'est pas spécifique au transport marchandises, au transport fluvial, qui est un peu dans l'action des politiques des gouvernements et par conséquent aussi des réalisations possibles du secteur privé, des cycles et malheureusement parfois un manque de continuité d'une année sur l'autre. Il y a parfois un peu des soubresauts et des momentum où il y a plus de réalisations, plus de décisions, puis plus de réalisations. Nous devons sans doute continuer à travailler à davantage de régularité parce que ce serait plus facile à gérer certainement au niveau du secteur et au niveau de l'efficacité des différentes réalisations. Mais force est de constater qu'avec les décisions qui ont été prises, les crises successives, le plan de relance, etc., nous avons maintenant des réalisations très très importantes qui sont en cours et qui vont se poursuivre dans les prochaines années puisqu'on est sur un plan de travail pluriannuel. Et toujours dans cette question des cycles, nous avons évidemment devant nous une année particulière sur le plan politique. Alors tout ne s'arrête pas ou ne se résume pas à la politique, fort heureusement, mais ça va être la dernière année de législature, donc une année où on peut finaliser, terminer des choses importantes qui sont enclenchées. Et puis il y aura bien sûr une campagne électorale, ça c'est un élément, mais surtout après la campagne électorale, il y a un nouveau gouvernement, des nouvelles négociations, un nouveau cycle qui commence. Et donc un nouvel accord de gouvernement qui forcément va être fondateur pour les 5 années suivantes, qui va redéfinir, qui va faire le bilan de là où les choses en sont, qui va redécider de priorités, de budget. Et donc l'année prochaine sera évidemment très très importante de ce point de vue-là. Et donc pour terminer, je voudrais vraiment remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants du SPE Mobilité Infrastructure, ses dirigeants, ses fonctionnaires pour l'organisation de cette journée régulière et qui, je pense, répond à une attente bien réelle et donne des résultats au fil des années. Et on voit les choses évoluer et aussi le retour en termes de contenu de toutes ces discussions qui ont pu avoir, également des collègues venus de France. Et je remercie chaleureusement l'ensemble des participants, vous tous et vous toutes ici présents, pour cette journée et pour l'ensemble des travaux qui pourront ainsi se poursuivre. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Je ne vais pas vous laisser vous réinstaller trop longtemps, mais avant de passer à la remise du prix, voilà l'interprétation de la facilitatrice graphique sur votre intervention.